Nous sommes dans le Berry mystérieux, contrée riche en légendes et en superstitions pour les incrédules, tandis que les autres, les gens du pays, savent qu'à tout moment il est possible d'y rencontrer une birette ou un sort, un loup-garou ou bien un sabbat diabolique. Il est du reste préférable de ne jamais s'aventurer seul dans la campagne une nuit sans lune. C'est donc dans ce cœur de France, qui bat de la semelle ou du sabot au son de la vielle à roue ou de la cabrette, que se passa notre histoire que beaucoup tiennent pour véridique. Quant aux autres, qu'ils aillent au diable. J'aurais grande envie de leur clouer une chouette à leur porte d'entrée si la chose n'était pas cruelle pour la pauvre bête. Nous sommes à la fin du XIXe siècle, dans une ferme isolée à proximité d'une grande gentilhommière que les gens de l'endroit appellent pompeusement un château. La rivière des Forges coule non loin avant que d'aller grossir le Cher. La terre n'est pas fameuse pour la culture, la forêt toute proche est fort giboyeuse, même si les métayers se voient interdits d'y chasser. La vie n'est pas facile pour ces braves gens, un couple et leur petite fille. Ce jour-là, l'homme s'est rendu à Vierzon pour y faire des achats. Il a pris la carriole, tirée par un âne, un grand noir du Berry, une bête solide, obéissante, très attachée à ses maîtres et rude au labeur. La journée tire à sa fin. Jacques Notte et la petite Louison sont seuls à la ferme, tandis qu'on ne sait trop pourquoi Azor, le chien, a suivi Gaston sans que celui-ci ne le renvoie à la maison. Jacques Notte n'aime guère cette absence de ce brave compagnon qui l'aurait rasséréné, d'autant qu'il faut mener la chèvre, qui est grosse, paître dans le pré en lisière du bois. Les femmes avaient tant d'ouvrages de couture et de tissage qu'elles en avaient oublié la bonne bête. Il faut se résoudre avant que tombe vraiment la nuit. Le crépuscule ne tardera guère. Ce moment où il se passe tant de choses, prétend-on par ici. Louison aime à conduire la chèvre au pré, surtout qu'elle ne craint vraiment rien quand Azor l'accompagne, ce qui ne manque jamais d'habitude. Entre l'enfant et l'animal, du reste, il y a une relation particulière, un lien de lait qui reste gravé à jamais dans leur cœur. Jacques Notte n'avait pu nourrir sa fille, et c'est Blanquette qui fut sa nourrice. De cet instant, un lien indéfectible unit ces deux-là. La gamine, avec l'insouciance de son âge, est partante. Elle n'est pas touchée par l'inquiétude qui serre le cœur de sa mère. Cette fin de journée ne lui dit rien qui vaille. Elle a un sot pressentiment, si bien qu'elle refuse que sa fille parte à la pâture sans elle. Elle n'a pas préparé le souper, mais qu'importe. Son Gaston a sans doute fait halte dans une taverne pour y retrouver des connaissances. Jouer à la manille, boire des chopines de Quincy ou de Reuilly, et s'échauffer quelque peu l'esprit. La chose est assez rare pour qu'elle ne lui en tienne pas rigueur. Il saura de son côté patienter s'il rentre avant elle, ce qui est peu probable. Mère et fille partent donc de concert flanqués de la chèvre qui avait grand faim et qui trouvait le temps bien long. La pauvre bête se demandait ce qu'elle avait bien pu faire pour jeûner ainsi sans que nulle fête religieuse ne pointe le bout de son museau. Décidément, la compagnie des humains réserve parfois des surprises qui toutes ne sont pas agréables. Et la reconnaissance n'est pas leur fort. Blanquette était même contrariée de l'indifférence de sa petite Louison. En chemin,
La brave Blanquette gambadait joyeusement, ravie de se dégourdir enfin les jambes après une longue journée de claustration infondée. Elle connaissait le chemin, savait où elle se rendait, et avait grand hâte de sauter le fossé pour aller brouter l'herbe grasse à contre la rivière des forts. Louison, de son côté, sautillait, allant d'une jambe à l'autre en chantonnant, tout en suivant à peu de distance la chèvre. La mère forçait le pas, le regard aux aguets et la mine des mauvais jours. Soudain Blanquette s'arrêta, tandis que Louison poursuivit sa petite danse sautillante, doublant une bête qui semblait tétanisée. La gamine ne perçut ni l'angoisse de la bête, ni la frayeur de sa mère, qui vit là ses craintes se matérialiser. Arrivée à hauteur de l'animal, la femme tenta de la rassurer d'une voix qui trahissait bien plus d'angoisse que de confiance. L'enfant entra dans le pré après avoir sauté d'un bond la bouche-ture pleine d'eau en cet endroit. À 50 pas en arrière, Blanquette et Jacquenotte ne bougeaient pas d'un pas. Plus la chèvre tremblait, plus la femme était incapable de la moindre réaction, ne serait-ce que pour rappeler sa fille. Cette dernière ne se rendit compte de rien. Elle s'enfonça dans le pré et se rapprocha de la lisière du bois, quand un cri terrifiant déchira le silence. Jacquenotte vit surgir du bois celui qu'elle redoutait tant. Elle en avait eu la prescience depuis qu'elles avaient quitté la métairie. Il était là, à quelques mètres de la prunelle de ses yeux, de ce qu'elle avait de plus cher au monde. Louison tournait le dos au danger qui la menaçait. Sa mère, incapable d'articuler la moindre phrase intelligible pour la mettre en garde, parvint, au prix d'un effort surhumain, à se mettre en mouvement. Elle accourut vers sa fille pour faire obstacle de son corps face au péril qui la guettait. Tandis que Blanquette lançait des bêlements déchirants, la femme se précipita dans une course aussi folle que désordonnée. Elle tenta d'enjamber le fossé d'un bond qui n'était pas aussi aérien que celui de sa fille. C'était le pas de trop, elle glissa sur le rebord du fossé, ressentit une violente douleur à la cheville et se retrouva les fesses dans l'eau, dans l'impossibilité de se relever. Sa tête dépassait assez pour voir avec effroi le loup qui s'approchait de son enfant. Blanquette, qui avait senti le danger, la sournoise présence du carnassier, vint de saisir ce qui se tramait sous ses yeux. Pour la courageuse chèvre, c'était soudain l'instinct maternel qui prenait le pas sur la peur ancestrale du loup. Tête baissée, elle fonça au secours de sa chère Louison. L'enfant, alerté par les cris de sa mère, fait désormais face à ce monstre dont elle a si souvent entendu raconter les horribles méfaits lors des veillées. À son tour, elle est paralysée par l'effroi. Blanquette a sauté le fossé sans difficulté. Elle se précipite vers la bête qui, pour l'heure, ne semble pas avoir de si mauvaises intentions. Elle regarde éberluée le curieux comportement des humains et celui plus surprenant de cet animal à cornes qui fonce sur lui. Un simple hurlement suffit du reste à arrêter la charge de la chèvre qui, malgré tout, s'est interposée entre sa chère Louison et la bête fauve. Les deux animaux se font face. La chèvre tente vainement d'influencer celui qui se demande bien pourquoi il déclenche tant de réactions.
Le loup, et c'est bien regrettable, n'est jamais convié aux racontés durant lesquels il joue systématiquement le mauvais rôle. Il aurait pu défendre sa cause et se justifier un peu, mais voilà, il ne fait jamais bon avoir mauvaise réputation. C'est toujours derrière votre dos que les mauvaises langues disent du mal. Face à l'agressivité de la chèvre, le loup va devoir prendre position, montrer qu'il peut sans problème se montrer plus virulent. Il montre des dents, grogne pour écarter cet animal qui lui cherche noise. C'est sans effet. Il se dit alors que l'occasion pourrait faire le larron et qu'il pourrait bien améliorer l'ordinaire. L'instinct lui dicte d'agir. Quand sur le chemin arrive Pirlot, le gentil voisin qui s'en retourne chez lui en empruntant le chemin. Le jeune garçon aperçoit tout d'abord la mère de Louison dans le fossé, ce qui lui fait hâter le pas. Puis, s'approchant encore, il comprend ce qui a provoqué sa chute. Sa camarade est sur le pré, immobile, avec sa chèvre qui défie un loup que reconnaît immédiatement l'enfant. Sans panique, il sort sa vieille à roue de son coffret et sans plus tarder se lance dans un rondeau endiablé. L'animal dresse l'oreille, détourne la tête et se dirige tranquillement vers son ami Pirlot. Depuis longtemps, entre le loup et le petit musicien s'est établie une relation de confiance. L'animal ayant l'oreille musicale, tandis que le gamin aimait à s'isoler dans les bois pour parfaire son jeu, sans entendre les récriminations des adultes lassés par sa musique. Le loup et Pirlot continuèrent leur chemin de concert, si j'ose dire, laissant là nos trois protagonistes éberlués par la scène. Tandis que l'enfant et la bête sauvage s'enfonçaient dans le bois, Louison se porta au secours de sa mère, l'aida à rentrer à la ferme. Blanquette, fille maigre ce soir-là, ne s'attarda pas non plus sur le pré. Quand elles rentrèrent, Azor leur fit la fête, tandis que Gaston dormait du sommeil de celui qui est tombé dans l'excès. Toute cette histoire aurait pu prêter à sourire au final, puisque rien de très sérieux ne s'était passé. Hélas, la mère et la fille, sans y voir malice, narrèrent la scène à qui voulait bien les écouter. Bien vite, l'histoire fit le tour du bourg, de la contrée et bientôt de tout le Berry. Les langues allèrent bon train, transformant à plaisir le récit, l'amplifiant et lui donnant une dimension bien plus tragique. De ce jour, partout, alentour et même au-delà, Pirlot devint le meneur de loups, celui dont il convenait de fuir la présence quand on le croisait dans la nature. Il ne s'en soucia guère. Il était devenu virtuose dans l'art complexe de la vielle à roue pour faire le monde danser. Bien qu'on se méfiât de lui dans la vie quotidienne, il était malgré tout très courtisé pour animer les bals et les fêtes du village. Il acceptait ce paradoxe sans sourciller, conscient qu'il ne sert à rien d'expliquer aux braves gens que la rumeur aime à donner des étiquettes désolantes à ceux qui sortent du cadre. Le bal terminé, il prenait son dû, aller retrouver Louison, qui, elle, avait su faire la part des choses. Du reste, dans le pays, il se murmurait que la fillette, qui avait bien grandi depuis, avait vu le loup avec Pirlot. Là encore,
Il y avait fallacieuse interprétation. Mais à quoi bon lutter contre la médisance? Comme disait souvent Blanquette à sa chère enfant de lait. Et il n'y a pas de quoi en faire tout un fromage. Et puis du reste, il n'est pas garçon plus charmant que Pierlot. Tu pourrais bien marier ta destinée avec lui et me faire de beaux petits-enfants. Jacques Note partageait ce sage conseil. Et Gaston, ne se souvenant de rien, n'y voyait aucune objection.